L'énergie, c'est la base de tout système humain, de tout système qui soit système politique, un système économique ou un système géopolitique. À partir de là, il faut considérer également que les révolutions industrielles que nous avons vécues et qui donc ont été structurantes pour le développement non seulement des pays occidentaux, mais à leur suite de l'ensemble des économies du monde, ont avant tout été des révolutions énergétiques. La première, qui est le passage de la traction animale à la force de la vapeur créée par le charbon, et la deuxième, qui est donc le passage justement de cette révolution du charbon à une révolution fondée sur le pétrole et la pétrochimie, dans laquelle nous vivons toujours d'ailleurs. Si on prend en compte justement ces éléments-là, donc cette prégnance de l'énergie comme base de tous les systèmes, il est clair que qui va contrôler l'énergie, que ce soit en termes de production, en termes d'approvisionnement, de transport de ressources, mais aussi de production électrique, puisque l'électricité c'est à l'heure actuelle la base de nos sociétés, avec le secteur des services, avec Internet, avec tout ça. Donc qui va avoir le contrôle sur l'ensemble de cette chaîne, finalement va avoir un pouvoir de régulation internationale, à la fois économique, mais aussi géopolitique. Sans tomber un peu dans le mythe très souvent des guerres pour l'énergie, des guerres pour le pétrole, où les ressources certes représentent souvent un enjeu du conflit, mais ne sont pas le conflit lui-même, on peut quand même considérer que justement, y compris au travers de liens très forts entre les États et un certain nombre d'entreprises, notamment les entreprises pétrolières, il y a là un des grands rouages du pouvoir international. Les énergies fossiles ne représentent pas finalement que de la production d'électricité ou de la production d'énergie pure. Si je prends le cas du pétrole, le pétrole est certes majoritairement utilisé comme un objet énergétique, mais il est aussi utilisé pour un tas d'autres éléments. Matières plastiques par exemple, tout ce qui est issu de la pétrochimie, un certain nombre de composites qui sont de plus en plus importants dans l'industrie. Si on prend le cas du gaz, on peut voir aussi tout ce qui est la production d'engrais pour l'agriculture. Donc ces ressources fossiles, qui sont des ressources énergétiques, ne sont déjà pas uniquement utilisées pour faire de l'énergie. La deuxième chose, c'est de voir que si on se fonde là uniquement sur la partie électrique, cette fois, l'électricité ne se stocke pas. Donc à partir de là, comme il n'y a pas pour l'instant de technologie de stockage d'électricité sur la longue durée pour des volumes importants, on est obligé de faire quelque part de la production à la demande. Or, les énergies renouvelables ne permettent pas, pour le moment, d'avoir cette capacité de production continue et en masse d'électricité. Donc c'est pour ça que même quand on réfléchit à un système d'intégration de plus en plus de renouvelables, ce qu'on appelle en ce moment en Europe une transition énergétique, on réfléchit à ça avec une base, et cette base est toujours, pour le moment, fondée sur les fossiles. En France, notre base fossile, c'est le nucléaire. En Allemagne, ça peut être le charbon et le gaz. Dans d'autres pays, ça va être une autre ressource, principalement un hydrocarbure. Donc on reste quelque part sur ce monde de l'hydrocarbure, et c'est pour ça qu'à titre personnel, je considère que nous ne sommes pas sortis de cette deuxième révolution industrielle. Notre mode de vie, tant sur la production énergétique que sur d'autres éléments, notamment le transport, reste fondé avant tout et majoritairement sur le pétrole. Et tant que le pétrole restera la base de nos économies, nous resterons dans ce système de la seconde révolution industrielle. La question de la production des ressources, non pas disparaît, mais devient de moins en moins importante. Parce que plus ça va, plus les techniques, les technologies permettent d'aller chercher des ressources complexes, des ressources lointaines, de prolonger la vie des champs pétroliers et des champs gaziers. Donc le futur n'est pas forcément à rechercher du côté de la ressource et du côté de la production. Par contre, là où on voit véritablement la conjonction des trois facteurs clés de l'énergie se mêler, à savoir l'accès à l'énergie, la sécurité énergétique et la lutte contre le changement climatique, se fait de plus en plus au niveau des secteurs urbains, au niveau de la croissance des villes qui est prégnante, qui est visible depuis un certain temps et qui ne va faire que s'accélérer au cours du XXIe siècle. Et donc quand on se met finalement dans ce monde de plus en plus urbanisé, avec de plus en plus de services, on arrive sur un monde où la demande électrique est de plus en plus importante. Et là-dedans, on voit apparaître, depuis à peu près 5-6 ans, des nouveaux acteurs qui sont en réalité les acteurs de l'Internet, les gestionnaires de la donnée. Pourquoi ? Parce que non seulement ce sont d'immenses consommateurs, on estime qu'environ 1 à 2% de l'ensemble de l'électricité produite dans le monde l'est pour alimenter les systèmes de refroidissement et de maintien en condition des data centers,
notamment des grands acteurs, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, etc. Mais aussi parce que ces acteurs deviennent maintenant justement les nouveaux porteurs de ces concepts de ville intelligente, de ville durable, de smart cities. Et à partir de là, ils deviennent des acteurs de l'énergie, pour l'instant en appui des énergéticiens traditionnels, en appui des producteurs d'électricité, mais pourquoi pas demain eux-mêmes comme énergéticiens. On voit justement des Google ou des Microsoft qui rachètent des entreprises productrices d'électricité, qui rachètent des fermes éoliennes, qui achètent des startups qui sont spécialisées dans la gestion des compteurs électriques intelligents, des systèmes électriques intelligents. Pourquoi ? Parce que c'est justement demain, enfin même déjà aujourd'hui, sur ces questions de réseau électrique, et non pas de production mais de consommation d'électricité, que peut se faire en réalité le passage d'une société du confort à une société de l'économie d'énergie, toujours dans la perspective de la lutte contre le changement climatique, mais sans léser justement l'usager final. C'est-à-dire lui permettre de consommer lui autant qu'aujourd'hui, mais en perdant moins sur la production, donc en produisant moins, donc en émettant moins de CO2. Et justement la clé, elle se trouve là. Elle se trouve sur tout ce qu'on appelle l'efficacité énergétique, le stockage d'électricité, la gestion des réseaux. Et là, véritablement, les acteurs de l'Internet, ce qu'on appelle les GAFA, ont la principale carte à jouer. Pour moi, la COP21 est un rendez-vous raté. À partir du moment où deux conditions n'ont pas été réunies, la première, c'est fixer un objectif réaliste en termes de lutte contre le réchauffement climatique. En fixant un objectif de hausse de 1,5 degré, on est sorti des cadres réalistes. Parce que pour tenir cet objectif, il faudrait qu'à partir d'aujourd'hui, on arrête absolument toute production d'hydrocarbures. Or, quand vous regardez les pays de l'OCDE, leur première source de production d'électricité, c'est toujours le charbon. Donc déjà, cet objectif-là n'est pas tenable. Le deuxième objectif qui a été manqué, c'est l'absence de fixation d'un prix international du carbone. Tant qu'il n'y aura pas une incitation, on va dire négative, c'est-à-dire une taxe, un prix du carbone, on n'incitera pas les gens à produire moins de CO2. Donc tant qu'il n'y aura pas un véritable signal fort, on n'arrivera pas à enclencher véritablement une lutte contre le changement climatique qui ira au-delà du déclaratoire et au-delà des effets d'annonce immédiats.